Bienvenue à toutes et à tous et nous voilà pour un nouveau numéro concernant une matière du droit constitutionnel. Ça, c'est pour les étudiants de la première année parce qu'on va parler de l'État. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur les cloches de notification. Voilà. Donc là, on va parler de l'État comme je vous l'avais tantôt annoncé. Donc, l'État, qu'est-ce que c'est que l'État? À quoi sert l'État? Et quelles sont les compositions de l'État? L'État, est-ce réellement le chef de l'État qui doit diriger? Donc, ce sont des questions, des problèmes juridiques auxquels nous allions aborder et vous donner des explications tout au long de cette rubrique. Donc, je vais encore vous demander de vous abonner, mais également d'activer la cloche de notification. Et si vous aviez également des questions concernant l'État, concernant tout ce qui fait partie des branches du droit, n'hésitez pas à laisser vos questions en forme de commentaires. Nous allions en prendre considération. Donc, juste pour revenir à l'État, on va essayer de le définir. Donc, pour définir l'État, cette définition on va essayer de définir l'État au sens large, au sens restreint, mais également au sens beaucoup plus étroit. Au sens large, on dit que l'État, il désigne une collectivité humaine, géographiquement localisée et politiquement organisée, ayant généralement pour support sociologique une nation. On dit en ce sens que la Mauritanie est un État, la Gambie est un État, la France est un État, le Sénégal est un État, etc. Donc, dans un sens plus restreint, l'État indique au sein de cette société politique organiser les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement par opposition au gouverné. On parlera par exemple de la place du chef de l'État dans un régime politique. Donc, dans un troisième sens également, le sens qui est beaucoup plus restreint, donc l'État peut s'identifier au sein des pouvoirs publics, au pouvoir central par rapport à des démembrements que représentent les collectivités locales. Donc là, on parlera par exemple de la place du chef de l'État dans les régimes politiques. Donc voilà les trois définitions qu'on peut donner à l'État. Mais parmi ces trois définitions, en fait, il y a des ressemblances. Dans toutes les trois définitions, on note des éléments qui sont communs, à savoir la population, un territoire, mais également un pouvoir politique. Donc, ce qui va nous pousser à dire que l'État est caractérisé par ces trois éléments, population, territoire et pouvoir politique. Maintenant, nous allons essayer de voir ces trois éléments. Donc, déjà, on va commencer par la population. Mais juste avant de commencer, je vais juste vous demander encore une fois de vous abonner sur la chaîne, mais également d'activer la cloche de notification. Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas à nous les poser et nous allions y répondre d'une manière claire, nette, précise. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la population, donc la population, en fait, l'État se présente d'abord comme une collectivité humaine. Il ne saurait y avoir d'État sans population, de même qu'un État disparaît si toute sa population disparaît ou émigre. Donc, comme élément composant de l'État, la population apparaît à la fois comme une réalité démographique et juridique d'une part et d'autre part une réalité sociologique symbolisée par la nation, si vous voyez bien. Donc, un État ne peut pas exister sans sa population. Donc, la population est un des critères nécessaires pour l'existence d'un État. Donc, là, je vais juste vous parler des nationaux, des naturalisés, des ressortissants et des étrangers. Donc, pour ceux qui sont des nationaux, les nationaux sont des individus liés à l'État par le lien juridique de la nationalité qui permet de distinguer au sein de la population d'un État les nationaux et les étrangers. La nationalité rattache une personne à un État donné, quel que soit le lieu où elle se trouve. Donc, elle crée une allégeance personnelle de l'individu envers son État d'origine et fonde sa compétence personnelle de l'État qui autorise à se soumettre à sa juridiction ses nationaux en quelques endroits qu'ils se trouvent. Donc, de ce fait, les nationaux, on les reconnaît soit par le jus sanguinis, soit par le jus solis. Pour le jus sanguinis, c'est le droit du sang, soit votre père ou votre mère est issu d'une nationalité,
Donc, vous pourriez bénéficier de cette nationalité-là. Donc, parce que vous êtes lié par le droit du sang. Donc, un de vos parents est belge. Donc, voilà, vous pourriez acquérir de la nationalité belge du moment où votre père ou votre mère est belge. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le jus soli, c'est ce qu'on dit le droit du sol. Par exemple, vous êtes né dans un territoire, donc de ce fait, vous pourriez bénéficier de la nationalité de ce territoire-là du moment où le jus solis est valable et reconnu dans cet état-là. Donc, juste pour rappel, en France, le jus solis n'existe plus parce qu'avant il existait, mais il a été enlevé. Donc, du coup, c'est juste le jus sanguinis qui est reconnu en France maintenant. Donc, pour les naturaliser également, donc la naturalisation, c'est en fait, on n'est pas né dans le territoire où on vit, mais du moment où on fait par exemple 10 ans, 15 ans et qu'on s'adapte à la vie, à la réalité de cet état-là, là on peut demander une naturalisation et obtenir la nationalité de cet état d'où on vit. Donc c'est ça qu'on appelle naturalisation. Donc, les étrangers également, c'est une personne physique vivant sur le territoire d'un État auquel il n'a pas rattaché par le lien de nationalité. Donc, en tant que tel, il n'entre pas dans la détermination de l'élément humain constitutif de l'État. Il reste néanmoins soumis à la souveraineté plénière et exclusive de l'État de séjour. Cette compétence aussi connaît des exceptions, mais je ne vais pas revenir sur les exceptions. Je préfère voilà, me limiter là. Maintenant aussi, je voudrais faire une petite précision. C'est de ne pas confondre genre l'État et la nation. Donc, il y a une différence. Pour ça, nous allons y revenir d'une manière beaucoup plus large dans nos prochains thèmes. Donc, juste pour ça, maintenant, on a déjà parlé de la population. Là, on va parler du territoire, de l'importance du territoire. En fait, le territoire, c'est la sphère de la compétence de l'État. Euh, c'est là où l'État mène ses compétences, genre. C'est vraiment, il permet de déterminer l'État, de voir que les compétences de cet État commencent par là et se limitent par là. Donc, il constitue la dimension spatiale dans laquelle s'exerce le pouvoir d'État, car c'est lui qui détermine le cadre de la compétence rationnée, l'OSI, donc de l'État sur sa population. Donc, relève en effet de l'autorité de l'État tous ceux qui, nationaux ou internationaux, vivent sur le territoire. Donc, les seules exceptions, c'est les missions diplomatiques dans les États étrangers qui sont des portions de territoire de l'État représenté, ce qui explique leur statut d'inviolabilité, c'est-à-dire au niveau de l'ambassade. L'ambassade, c'est un petit État dans un État. Par exemple, l'ambassade du Sénégal qui est en France. Une fois que tu es là-bas, c'est comme si tu étais au Sénégal, mais tu n'es pas en France. Donc, vraiment, quand tu es là-bas, dis-toi que tu es à Dakar, je sais pas, tu es à Saint-Louis, donc tu n'es plus en France. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas violer ces lieux-là. Donc, le principe d'inviolabilité. Il y a aussi les exclusions de la souveraineté de l'État sur certaines portions de son territoire, sanctionnant souvent un État vaincu. Il y a aussi les abandons exprès de souveraineté faisant suite à un accord avec un autre État. Donc le territoire peut être aérien, il peut être maritime, comme il peut être terrestre. Donc pour la délimitation aussi, l'opération de délimitation, vraiment, la délimitation des frontières n'a pas toujours été de tout repos parce que les problèmes des frontières ne sont pas tous résolus car de nombreux conflits existent encore dans le monde contemporain, sans parler des bouleversements qui se produisent actuellement à l'Est, parce que tout récemment, je crois c'est en 2014 si je ne m'abuse, il y avait un problème qui s'opposait entre la Chili, c'était entre la Chili et quel autre État, je ne me rappelle plus, la Chili. En tout cas, c'était sur l'affaire
l'affaire de la délimitation de la mer du Nord. Donc, c'est un arrêt très célèbre que la CIJ a pu rendre en 2014 et c'est un arrêt très riche. Ça, je vais juste inciter aux étudiants qui font relations internationales, droit international public, d'aller voir cet arrêt parce que c'est hyper intéressant. Donc, et vous y trouverez vraiment beaucoup de choses. Donc, pour les frontières, pour le territoire, j'ai dit il y a le territoire terrestre, le territoire maritime et le territoire aérien. Donc, pour le territoire maritime aussi, hein, il y a les zones économiques exclusives. Donc là, elle s'étend sur de vastes espaces maritimes adjacents à la mer territoriale sur lequel l'État exerce ses droits souverains d'exploration et d'exploitation des ressources économiques dans les aspects des droits et libertés de navigation, de survol et de poser des câbles de pipeline, oui, sous-marins reconnus aux autres États. Donc, juste pour ça, pour le droit de la mer, en fait, si je ne m'abuse, il a été reconnu. Bah, c'est la convention, comment ça s'appelle? C'est en 1982, je crois bien, c'est sur... comment ça s'appelle encore? Espérons que je vais espérons que je vais le savoir. Je vais me rappeler d'ici la fin de ce numéro sur le droit de la mer. Donc c'est en 82, mais je ne me rappelle plus de comment est-ce que ça s'appelle. Il y a aussi les plateaux continentaux. Donc maintenant que nous avions pu parler de la population du territoire, là on va parler du pouvoir de l'État. Donc la rencontre d'une population et d'un territoire ne débouche pas ipso facto sur l'existence d'un État. Donc la matérialité de l'État est conditionnée par l'existence d'un pouvoir politique exercé sur cette population et sur ce territoire. Donc le pouvoir est en effet l'élément essentiel de l'État. Il garantit son efficacité tout en assurant sa cohésion et sa continuité juridique dans le temps et dans l'espace. Donc pour le pouvoir politique, c'est juste le fait de mettre des règles de droit qui puissent régir la société ou bien le territoire dont est issu de cet état-là. Donc pour ça, il y a le pouvoir diffus, il y a ce qu'on appelle aussi le pouvoir personnel, il y a le pouvoir institutionnalisé. Donc on pourra également parler des traits permanents du pouvoir. Là, il y a les relations de commandement, il y a aussi les relations d'obéissance. Donc, il y a aussi les caractères spécifiques du pouvoir de l'État. Donc, il y a le pouvoir civil et temporel. Le pouvoir d'État est un pouvoir civil. Donc, il y a le pouvoir d'État aussi, c'est un pouvoir temporel. Il y a aussi les pouvoirs exclusifs de l'État. Donc, le pouvoir de l'État a un double monopole de l'édiction des règles de droit et de la contrainte organisée. Il y a le monopole de l'édiction des règles de droit. Il y a aussi le monopole de la contrainte organisée. Donc, et pour ça, maintenant que nous avions pu parler des éléments constitutifs de l'État, à savoir le territoire, la population et le pouvoir politique, on va se limiter là. Donc, la prochaine fois, on va vous parler des attributs juridiques de l'État. On va parler de la personnalité juridique de l'État pour la prochaine fois. Mais n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification également. Si vous avez des questions ou des compléments que vous pourriez mettre parce que on n'est pas parfait, donc il peut y avoir des incohérences ou bien des oublis. Donc n'hésitez pas également à les mettre comme ça. Voilà, bon, je vous remercie.